Salut tout le monde et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on attaque un gros sujet. C'est un tueur en série qui pourtant, on en a presque ou même jamais entendu parler. Alors qu'il est pire que Jeffrey Dahmer, pire que Ted Bundy et même je dirais qu'il est pire qu'H.H. Holmes et peut-être équivalent à Albert Fish. Alors, je vous laisse le temps de vous installer bien confortablement, doudou sur les genoux. Et quand vous êtes prêts, on est parti dans la vidéo. Karl Denke est né le 10 août 1870 à Oberkenzendorf, mais va déménager à l'âge de 10 ans à Münsterberg, qui est aujourd'hui la ville de Ziebis, qui est située en Pologne. D'où pourquoi on l'appelle le meurtrier, le tueur en série de Ziebis, le tueur à la hache. Donc, on sait très peu de choses en fait sur son enfance, on s'entend, ça remonte à loin, et c'est pas nécessairement un tueur en série que tout le monde connaît. Pourtant, il a fait des choses horribles et ceci vient dans la vidéo. Alors, pendant son enfance, on sait qu'il est décrit à l'école comme un enfant bibelot. Donc, un enfant qui bouge très peu, un enfant qui est très solitaire, qui parle très peu, qui est même un peu... en fait, il est décrit carrément comme un attardé dans plusieurs articles que j'ai vus et que j'ai mis en barre de description. Donc, j'imagine que c'était pas un enfant très intelligent. Son niveau de QI était sans doute pas très élevé non plus. Et en fait, il est tellement pas bon à l'école qu'à l'âge de 12 ans, il va décider de quitter l'école, mais aussi de quitter son domicile pour aller vivre chez un jardinier comme apprenti. À l'âge de 25 ans, son père va décéder, ce qui va faire en sorte que le grand frère de Karl va hériter de la ferme familiale. Parce que oui, à cette époque, il n'y avait que des fermes familiales qui faisaient vivre. Donc son frère va en hériter et en fait par chance, Karl va hériter d'une petite commission provenant de la ferme qui va pouvoir lui procurer une maison de ville. Par contre, il y a la récession qui va arriver et cette récession-là va faire en sorte que Karl va être obligé de vendre sa maison de ville pour finalement aller s'acheter un petit appartement de ville en ville. Dans cet appartement-là, il y a d'autres locataires et il y a aussi un gros hangar dans la cour. Donc, si j'ai des photos, je vais les montrer à l'instant. On va vraiment être plus capable, vraiment de se situer les lieux. Comment Karl Denke est décrit? Quelle est un peu sa psychologie? En fait, selon les voisins, son entourage, c'était un homme très solitaire, très timide, très peu bavard, mais tout le monde le surnommait Papa. Et pourquoi tout le monde le surnommait Papa? C'est très très simple. En fait, lui, il était beaucoup dans l'église, donc il était beaucoup dans la religion. Et c'est seulement à partir de 1924 que là, il va se dire athée. Mais avant, il est vraiment dans la religion catholique, protestante et tout. Et il joue de l'orgue pour la chorale de l'église. Et en même temps, il donne beaucoup de son temps comme bénévole pour les sans-abri. Donc, il fait des repas chez lui qu'il va rendre à l'église et l'église, en fait, il va les donner aux sans-abri. Donc, c'est vraiment considéré comme quelqu'un de super gentil. Il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas de femmes, mais il est vraiment très gentil et très apprécié dans sa communauté. Il n'y a pas grand-chose de mal à dire, mis à part que les locataires, eux, vont remarquer beaucoup de choses étranges. Effectivement, Karl Denke est considéré comme très timide, très peu bavard, mais très bruyant de nuit. On sait qu'il préparait les repas des sans-abri chez lui. Sûrement pour prendre de l'avance, il s'y prenait la nuit, donc mettons le dimanche, dans la nuit du dimanche à lundi, pour que les repas soient tous prêts le lundi.
Il y a beaucoup de locataires qui se faisaient réveiller par des bruits de scie à arbre, par des bruits de scie. Et il y en a certains qui voyaient Karl Denke sortir avec des gros sacs poubelles et aller les porter vers la forêt où il y avait les poubelles et revenir les mains complètement vides. Donc, ils se demandaient, mais ils se disaient, bon, peut-être que c'est de la nourriture qu'ils préparaient. Karl Denke avait toujours de la viande à portée de main, il y en avait toujours beaucoup, même excessivement. Et bien justement, durant le temps de la récession, ça a appauvri beaucoup de gens et la viande est devenue extrêmement chère. Donc c'est pas quelque chose que les habitants, que les gens allaient acheter à toutes les semaines dans les marchés. Là. On n'achetait pas toujours de la viande, mais Karl Denke en avait toujours. Donc les gens trouvaient ça un peu bizarre, mais ils se disaient que peut-être que Karl, il avait de l'argent, donc il était sûrement capable de s'en acheter de la viande, ou peut-être que la viande provenait de la ferme familiale de la famille, ou peut-être que c'était de la viande de chien. Il y avait beaucoup de chiens errants dans la rue, beaucoup de chiens que les propriétaires abandonnaient parce que ça coûtait trop cher, donc ils abandonnaient dans la rue. Karl Denke pouvait les reprendre et les faire cuire. À cette époque-là, quand il y a une récession qui arrive de ce genre-là, les gens, ils se donnent l'autorisation de manger pas mal n'importe quoi. Quand on est vraiment sur le bord de la faim, et justement, à cette époque-là, il y a eu la récession. Donc, c'était pas vraiment quelque chose d'inhabituel. C'était quelque chose qu'on voyait. Il y a des gens qui mangeaient des chats, des chiens, leur animal de compagnie, et voilà. L'enquête va débuter le 21 décembre 1924, alors qu'un locataire du nom de Gabriel commence à entendre des choses louches qui proviennent de l'appartement de Karl. Il entend des cris, il entend des vacarmes, il entend des bousculades, ce qui semble être à une bataille. Gabriel se dit que peut-être que Monsieur Papa Karl Denke est en danger. Donc, il descend immédiatement au sous-sol à l'appartement de Karl et lorsqu'il ouvre la porte de l'appartement, il se rend compte qu'il y a un homme qui est couché face contre le sol dans le corridor. Et là, l'homme a le temps de dire « c'est papa qui m'a fait ça » avant de s'évanouir. L'homme, il est méconnaissable. On ne sait pas c'est qui sur le coup. Il a vraiment le visage fracassé, le visage défiguré, complètement déformé. À ce moment-là, Gabriel se dit « Ok, mais c'est sûr que cet homme-là a été massacré avec un objet contendant, là, une hache, un bat de baseball ou quelque chose comme ça. » Et là, Gabriel va vraiment paniquer et surtout qu'il ne voit pas Karl. Donc, il va immédiatement aller au poste de police et il va dire que Karl a sans doute l'air d'avoir attaqué un jeune homme. Donc, les policiers vont se rendre à l'appartement de Karl. Ils vont prendre l'homme qui va s'avérer s'appeler Vincent Oliver, qui est lui un sans-abri, qui avait une très bonne relation avec Karl parce que ça faisait déjà plusieurs années que Karl lui donnait des repas. Donc, il va être emmené au centre hospitalier et c'est seulement 3 jours plus tard, donc le 24 décembre 1924, qu'une perquisition va se faire au domicile de M. Karl Denke, M. Papa. Et là, les policiers entrent dans l'appartement, ils franchissent le seuil, ils marchent dans le long corridor. Donc, ils vont découvrir plusieurs choses qui vont vraiment les traumatiser le restant de leur jour. Ils vont découvrir 15 morceaux d'os et de chair humaine, donc de viande. Ils vont découvrir aussi 2 parties d'une poitrine fortement poilue. Donc là, on peut constater que c'est sans doute un homme qui avait été assassiné. Un torse découpé, un omoplate, un anus. J'ai pas trop compris, en fait. En tout cas, des fesses. Et tout ça avait été déposé dans de l'eau saline pour conservation, j'imagine. Et là, il y avait aussi, ils ont découvert certains corps qui n'étaient pas complets. Les corps manquaient la tête, les jambes et les bras. Donc, il y avait pas mal juste les torses. Et au dos de certaines de ces victimes, en fait, je crois qu'il y avait comme 2 corps. Et au dos d'une des victimes, la peau était rouge brunâtre. En fait, ça arrive souvent quand la personne va mourir et on va laisser plusieurs heures s'écouler avant de la décapiter. On sait que quand la personne, elle se fait décapiter vivante, bon, il y a encore le sang qui circule dans les veines et ben là, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'éclaboussures, il va y avoir beaucoup plus de sang qui va s'écouler parce qu'il y a encore une circulation sanguine qui se fait pour que la personne puisse continuer de vivre, tout simplement. Mais là, lorsque la personne meurt et qu'on laisse plusieurs heures qui s'écoulent, de 4 à 6 à 8 heures environ, le sang va commencer à coaguler. Donc, il ne coulera plus. Déjà là, parce que la personne est morte, donc ça ne coule plus dans les veines. Et ensuite, on fait la découpe de cette personne-là.
Et il y a moins de sang qui va couler ou peut-être même pas du tout, tout dépendamment du nombre d'heures qu'on a attendu avant de couper cette personne. Donc, c'est le médecin légiste qui dit ça dans son rapport. Je suis pas une experte, je suis pas médecin légiste. J'ai pas fait d'études en doctorat. Tout ça vient de l'article que je vais mettre en barre d'informations. Donc, ils vont découvrir ça, et là, c'est là que le médecin légiste va dire, ben écoute, cette personne-là n'a pas été décapitée, elle n'est pas morte par décapitation ou par découpe. Elle est vraiment morte d'une autre façon, et ensuite, elle a été découpée. Mais on ne connaît pas du tout l'exactitude de quand ni comment les victimes sont mortes. Tout simplement parce que, ben, il manque trop de morceaux. Et où sont les morceaux manquants? Repas de sans-abri, plus morceaux de chair manquante. Ouais. Et là, bon, Carl va être accusé de meurtre et il va être envoyé en détention. Et c'est vraiment en détention qu'il va pas mal dire tout. Donc, il va dire que oui, effectivement, il assassinait des sans-abri pour justement ben, prendre leur viande et la redonner à d'autres sans-abri. Parfois même, il essaie de faire des vêtements et des savons avec de la graisse humaine. Donc là, je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un. Ah, je suis sûre que oui. Edward Theodore Gain a fait exactement la même chose. Il a pris de la peau humaine pour en faire des meubles, pour en faire des sofas, des gants, des ganses, des bretelles. Et Karl Denke, exactement, il a fait la même chose, mais plusieurs années bien avant. Donc, c'est ça. Karl Denke, il s'est vraiment fait une petite collection de savons et de meubles. Il a fait des bretelles, il a essayé de faire une paire de gants, toutes ces choses-là avec de la peau humaine. Et il y avait parfois même, comme sur certains morceaux de meubles, il restait de la chair. Donc. Et là, on a encore le chat qui se mêle à ma vidéo. Tu peux disposer. C'est un sujet sérieux. Toi, t'es là, t'arrives avec des miaulements tout cute de bébé, tu viens me discrédibiliser, là. Donc là, le mobile, on va essayer de l'établir. Pourquoi Karl Denke assassinait-il des gens, les découpait, les mangeait, les faisait cuire? On peut dire que c'est parce qu'on était en récession. Donc la récession, les gens ont besoin de manger. Les sans-abri, c'est des gens que personne attende, tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus facile d'assassiner des sans-abri ou des prostituées même que d'assassiner une mère de famille qui a 8 enfants, puis qui a un mari, puis qu'il y a sa soeur, sa tante, puis sa mère qui habitent dans la même rue. C'est plus facile. Donc, les policiers vont se dire que peut-être qu'effectivement, ben, Karl Denke avait besoin de manger, il voulait offrir de la viande encore à ces sans-abri-là, et tout. Mais le vrai mobile, on n'a pas vraiment pu le savoir. Malheureusement, Karl Denke va être retrouvé pendu dans sa cellule le 25 décembre 1924. Donc, on ne saura pas grand-chose venant de sa part, à part ce qu'il a avoué qu'effectivement, il y avait des morceaux de corps dans la forêt derrière l'immeuble appartement, qu'il y avait beaucoup de pièces à conviction dans son appartement, justement, dans des pots avec de l'eau saline, dans ses armoires, dans ses congélateurs, dans ses frigidaires, encore Jeffrey Dahmer, vous voyez. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais le mobile vrai, le mobile exact, on ne sait pas vraiment c'est quoi. Les policiers pensent encore que c'est le fait que, bon, il avait besoin de manger de la viande. Ils vont en même temps regarder, en fait, ils vont vraiment tout ramener les armes du crime. Et il y en a vraiment beaucoup, là, étonnamment. Il y a une scie à bois, il y a une hache, il y a une scie à arbre, il y a une pioche et il y a 3 couteaux. Donc, c'est quand même assez intense. Il était très préparé, l'homme. On voit qu'il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Et ce qui est encore plus fou, c'est que bien avant Oliver Vincent, il y a 2 autres hommes qui avaient été victimes de Karl Denke qui avaient réussi à y échapper, mais n'avaient jamais porté plainte. Et pourquoi? Eh bien, en fait, c'est tout simple. Lorsque c'est des sans-abri ou des prostituées, les policiers ont très rarement tendance à les croire parce que ben, leur témoignage peut être faux. Leurs témoignages peuvent être changés à cause de la drogue, à cause de l'alcool. Ou peut-être pour attirer l'attention, pour avoir de l'argent en échange ou des trucs comme ça. Donc, leurs témoignages ne sont jamais vraiment pris en compte. Et bien, c'est justement pourquoi les 2 hommes ne sont pas allés porter plainte contre Karl. C'est tout simplement parce que, ben, ils seront pas pris au sérieux. Mais eux aussi avaient été attaqués et on pense aussi que
Denki avait assassiné sa conjointe qui était en 1909. Elle s'appelait Emma Sanders et elle avait 25 ans parce qu'elle a disparu du jour au lendemain. Elle était avec lui et le lendemain, bon, on l'a plus jamais revue. Sa famille n'a plus jamais eu de nouvelles d'elle. Donc, on soupçonne que Karl Denki l'avait assassiné. Et en fait, ce qui est très intéressant avec lui, avec son cas, c'est que non seulement il n'a pas l'air d'avoir de mobile, mais il n'y a pas non plus de modus operandi, en fait. Et il n'y a pas non plus de type cible de victime. Qui étaient les victimes de Karl Denki? Ça pouvait être n'importe qui. Avec, il y a beaucoup de dents. En fait, je crois qu'il y a comme 480 dents qu'on a retrouvées chez lui. 420 os différents qu'on a retrouvés chez lui. Donc, avec les dents, on a pu constater que toutes ces victimes étaient âgées de 45 ans et plus. Donc, oui, effectivement, il ne tuait pas d'enfants, mais 45 ans et plus. Donc, ça peut être 40, 45, 70, 90 ans. Et ça peut être autant des hommes que des femmes. Donc, il n'y a pas de préférence de victimes. Et non plus, ces victimes ne semblaient pas être sexuelles. Donc, c'était pas des meurtres sexuels. C'était des meurtres par vengeance. Ce dossier-là, je trouve que c'est vraiment très, très spécial. Surtout qu'il est mort une journée après avoir été incarcéré et avoir été arrêté. Donc, on n'a pas vraiment su grand-chose. Son portrait psychologique n'a pas vraiment pu être fait. Et avec les restes de témoignages qu'on a, on ne sait pas grand-chose sur lui. Pourquoi il assassinait des sans-abri? Ben parce que c'est plus facile à assassiner. C'est les sans-abri qui venaient à lui, donc il n'y avait pas à les chasser, il n'y avait pas à les surveiller, à les spotter. Bon, voilà. Donc ça, c'était plus facile. Pourquoi il les tuait? Aucune idée. Peut-être que c'était une rancœur, peut-être que c'était... c'est sûr que c'était quelque chose qui était dû à son enfance, mais c'est tellement vague son enfance que ça, c'est encore un peu vague, là. Donc voilà, et bien comme je l'ai dit, il n'y a pas eu de procès, on n'a même pas pu le mettre en prison, on n'a pas pu le pendre, on n'a pas pu parce que il s'est suicidé en prison une journée après avoir été arrêté, donc ça le 25 décembre. Donc l'histoire s'arrête là malheureusement, mais je trouve ça vraiment très intéressant de vous en faire part parce que c'est un tueur en série qui a assassiné beaucoup de gens, là. Une centaine de gens et plus, parce qu'on a retrouvé beaucoup de morceaux de corps dans la forêt qui appartenaient à des gens différents. On ne sait pas qui, parce que bon, il y a beaucoup de sans-abri qu'on ne connaît pas leur nom, mais il y a beaucoup de gens, et lui, en fait, Karl Denki avait avoué 39 personnes. Donc, il y a au moins 39 personnes qu'on est sûr qu'il a assassinées, mais avec tous les ossements et toutes les dents qu'on a retrouvées, il y en a bien plus que ça. Il y a une centaine de personnes, si c'est pas moins ou si c'est pas plus. C'est dans ce coin-là. Donc, je trouve ça intéressant de vous en faire part. Dites-moi ce que vous en pensez. Selon vous, pourquoi il assassinait des gens? C'était quoi sa raison? Qu'est-ce que vous pensez de sa psychologie? Qu'est-ce qui a fait de lui ce qui est devenu avec le peu d'informations qu'on a? Et si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire, m'envoyer des liens, trucs ça, parce que ça m'intéresserait de lire. Moi, j'en ai pas trouvé plus, c'est malheureux. Il y a même, je pense même, juste une photo de lui là, que je vais mettre dans la vidéo, donc c'est pas la grosse affaire, mais je trouve ça très intéressant et ça vaut la peine qu'on parle de ce sujet. Donc voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez aimé ce sujet, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous venez de le faire, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. Très heureuse de vous avoir parmi nous. Je suis sûre qu'on va super gros s'amuser. Ça va être super fou. Ça va être écœurant. Bref. Et voilà, donc on se retrouve chaque samedi pour un nouveau sujet. Mais d'ici là, prenez grand soin de vous. Et bonne fin de week-end. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Ok. Ow. The lights go out, the dark comes in, there's something here, the chase begins. Do you hear it calling?